Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors je me suis fait un petit plaisir, j'ai hésité longuement, donc j'ai acheté cette Sonic Mega 8KS de chez Frozen. J'ai hésité longuement parce que le prix est très élevé et je me suis demandé, soit c'est très élevé parce que ça vaut le coup et en l'utilisant je vais me dire c'est un autre monde, soit je vais être déçu parce que je vais me dire mais purée, ce prix pour ça. Donc voilà, j'ai pris le risque. Alors j'ai eu, pour être totalement transparent, j'ai fait du forcing auprès de Frozen pour pouvoir la tester parce que c'est une que je veux tester depuis un moment. J'ai fait du forcing et ça n'a pas réussi, donc je n'ai pas réussi à avoir une machine pour en faire un test. Ils m'ont fait un petit code de réduction gentil. Bon, voilà, c'était déjà ça, c'était ça un tout petit peu de moins sur le prix final. Mais donc c'est parti, on va regarder les caractéristiques de cette fameuse machine. Et puis hop, vous connaissez la méthodologie de test sur ma chaîne. Je montre, vous voyez si ça vous convient. Et je vous dis mon ressenti par rapport à mon usage. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'a de si spécial cette Frozen Sonic Mega 8KS 15 pouces LCD 3D printer, à part un nom à rallonge? Alors, bon, le prix est quand même plus important que la plupart des imprimantes résine grand volume qui sont sa concurrente pour le moment. Alors, c'est pour ça que j'étais curieux aussi, Frozen, depuis longtemps, on m'en parle beaucoup. Pour moi, Frozen, c'était un peu le Prusa des imprimantes résine. C'est-à-dire que le prix est plus important et j'étais curieux de savoir si c'était à raison ou non. Avec Prusa, je comprends pourquoi. Avec Frozen, je vais le découvrir. Ça m'a quand même coûté un petit billet, cette imprimante, puisque, je le rappelle, même si j'ai eu une petite réduction de la part du constructeur, j'ai payé en grande partie cette machine. Alors bon, qu'est-ce qu'elle a de spécial? On peut le voir ici, une machine avec un capot sur charnière, et ça, c'est cool. On a un grand plateau, un plateau d'une taille de 15 pouces en diagonale. On a un système pratique pour permettre de faire écouler la résine une fois l'impression terminée. On a un volume d'impression de 33 sur 18,5 sur 30. On imprime à peu près à 400 couches par heure. Elle est d'une résolution 8K. Alors pour ça, vous savez ce que je pense des K dans les imprimantes. Moi personnellement, je m'en fiche complètement. Et elle coûte donc pour le moment 1438 €. Donc effectivement un beau gros billet. Donc voilà en gros pour les caractéristiques. Passons maintenant dans l'atelier. Bon, alors déjà, comme vous vous en rendez compte, c'est un gros bébé. Le paquet fait, je ne sais pas exactement combien. Est-ce que c'est marqué sur la boîte? Le paquet fait plus que 15 kg. Voilà, c'est ça qui est écrit dessus. Donc le paquet est lourd et il est grand aussi en hauteur. Alors petit feedback déjà sur la livraison. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu parce qu'en fait, moi, je suis en Belgique et la boutique européenne ne livre pas en Belgique. Donc ça, c'était déjà pas top. Alors voilà, petite interruption de cette vidéo. J'aime bien quand les marques me donnent tort sur les choses que je dis. C'est toujours cool. Donc entre-temps, il y a eu une mise à jour. Désormais, Frozen livre également dans d'autres pays européens. Et donc, si j'avais attendu un peu, j'aurais pu avoir l'imprimante directement chez moi en Belgique. Voilà, c'était pour être complet sur la vidéo. J'ai dû passer par une connaissance que je remercie au passage, merci Julien, qui habite en France, pour pouvoir la commander sur le shop français, que ce soit livré chez lui et que je puisse venir la chercher chez lui à peu près 1h30 de route de chez moi. C'est dire à quel point je voulais vraiment la Frozen. Donc j'espère quand même qu'ils vont étendre le shop européen. Pourquoi? Parce que si je commandais sur le shop international, j'avais pour 350 € de frais de port. Et ça, c'était absolument pas possible. Alors que si je commandais sur le site européen, les frais de port étaient offerts, mais n'étaient pas livrables en Belgique. Donc voilà déjà un petit feedback sur la livraison. Bon, alors pour le reste, je pense que je vais retirer tout le paquet du carton et on va trouver ça. Et on va voir ça tout de suite parce que là, je vais pas savoir vous montrer grand chose. Bon, voilà comment elle est dans le carton. On voit quand même qu'elle est bien protégée de partout par du polystyrène. Espérons quand même qu'à l'intérieur, il n'y ait pas de casse. Alors, je vois tout de suite le capot jaune fluo. C'est une question de goût. J'avoue
j'aime pas. Mais c'est pas assez sobre. Et je suis quelqu'un qui est pas fun. Donc les couleurs comme ça, c'est pas mon truc. Mais voilà, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la performance de la machine, pas son look. Voilà, alors maintenant, on a plein de plastique à retirer. Petit moment ASMR. On a un petit moment ASMR. Et Tech n'a pas fait n'importe quoi. Alors, petite chose que je constate tout de suite, c'est que l'écran est très petit. Hein, je regarde, bon, je ne peux pas m'empêcher de comparer puisque j'ai là à côté de moi la M7 Max de chez Anycubic et bah, on a un écran très grand, même l'écran de la Saturn 3 Ultra est plus grand que celui-là. Donc voilà, on a un écran qui est quand même fort petit à voir à l'utilisation de l'interface si c'est un problème ou non que cet écran soit plus petit, et cette taille-là. Alors, pour le reste, une fois que c'est ouvert, on sent par contre qu'au niveau de la qualité des composants, on est sur autre chose que ce qu'on a dans les machines qui sont là. Je viens de citer la M7 Max. Vous verrez le test, il est déjà sorti ou pas encore, je sais pas, c'est à voir. Mais une chose qui est sûre, c'est que on est autre chose sur la qualité de fabrication. Pas que celle de la M7 Max est mauvaise, mais ici, on est vraiment un cran au-dessus. Le carénage est extrêmement solide et très qualitatif. Les plaques en aluminium ici sont splendides et bien épaisses. Tout l'axe, enfin tout respire la solidité, sauf le capot. Enfin, non. Il semble solide, mais c'est de l'acrylique. Donc c'est un point un peu plus faible. Alors, j'ai pas de moyen de mesurer si le capot fait bien passer les UV ou non. Je sais que mon ami Isidon le fait. J'ai pas, enfin voilà, je ne sais pas. Je suppose, j'espère que le capot, contrairement à ce qu'il y avait avec les Saturn 4 Ultra, que le capot est bien pensé pour filtrer les UV. Alors, on va retirer ce gros machin. Bon, alors, on voit qu'on a ici un papier qui protège l'écran. On a également un film de protection au-dessus de l'écran. Alors, un film pour le transport, hein. Un film qu'on va devoir retirer. Voilà. Le système d'attache, ici, vous le voyez, ben, on a deux molettes. Et ici, on a le plateau qui est énorme, qui est aussi extrêmement qualitatif. Hein. Enfin, c'est très noble comme... ouais, ça fait un peu industriel, je trouve. En tout cas, au niveau des matériaux, peut-être que le prix s'y retrouve. Alors, le plateau est perforé, comme vous pouvez le voir ici. Et ben, il se range comme ceci. On n'a pas un quick release, hein, on a deux molettes à attacher, mais on ne sait pas se tromper. Voilà, alors on a sur le côté ici deux petites oreilles qui permettent en fait de venir attacher le plateau comme ceci pour faire couler notre résine dans le bac une fois l'impression terminée, hein, pour que le plateau soit vraiment, enfin, qu'il n'y ait plus de gros résidus liquides de résine au moment où on sort le plateau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'isolation, je vois qu'ici, il y a une bande de tissu pour permettre une meilleure isolation. Alors, le bac, il est ici et il est immense. Sérieusement, on dirait un plat de bouffe. Hein, vous voyez. Et par contre, les poignées comme ça, je trouve ça vraiment très pratique. Alors, on a un film ACF dessus et il se pose. Et alors, on a des molettes à venir fixer là et là.
les molettes, je suppose qu'elles sont dans une boîte d'accessoires, genre ici. Alors, dans la boîte d'accessoires, on a quoi? On a un petit merci pour votre commande. C'est gentil. Une jolie petite lettre. Une licence de je sais pas combien de temps à Shitubox Pro. Bon, allez. J'en ai pas besoin. Donc, je crois que c'est 3 mois. J'en ai pas besoin parce que j'ai une licence à vie de Shitubox Pro. Donc, il y aura un petit concours. Voilà. Allez, j'ai dit que j'en faisais plus des concours, mais tant qu'à faire, on va le faire. Bon, alors pour la gagner, dites-moi dans les commentaires quelle est l'imprimante résine que vous retenez de cette année 2024. Celle qui pour vous est la meilleure qui est sortie cette année. Soit parce que vous l'avez testée, soit parce qu'elle vous fait le plus rêver. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires avec le hashtag Technapa. Et je tirerai au sort un commentaire pour envoyer cette licence qui est, je pense, de 12 mois, de 3 mois. Bon, vous découvrirez, hein, 1 mois, 3 mois, 12 mois, je ne sais pas. Vous découvrirez. Bon, alors on a des petits autocollants aussi si on a envie de faire les kékés. Il y a une clé USB SanDisk de 16 Go. On a ce qui ressemble à des filtres. Je vais regarder ça de plus près après. Une petite spatule en plastique. Donc, voilà. Les fameuses molettes dont je vous parlais pour tenir le bac, on va les mettre tout de suite. Alors ici, je vous le montre, hein, n'oubliez pas qu'il y a un film à retirer avant. Là, je le ferai après avant de la mettre en route. Mais c'est pour montrer un petit peu ce qu'il y a ici. Bon, alors, de la quincaillerie. C'est utile notamment pour faire la calibration de l'axe Z et modifier les FEP ou les ACF du bac à résine. On a deux cordons secteurs. Un qui est, je sais pas, américain, asiatique, enfin bref. Et un autre qui est de chez nous, donc c'est bien qu'il soit avec. Une spatule métallique avec écrit Frozen dessus. Des gants nitrile et un petit entonnoir. C'est toujours pratique. Donc voilà, au niveau de l'unboxing et des accessoires qu'on reçoit avec cette imprimante, bon, on va regarder maintenant, faire un petit tour du propriétaire pour regarder de plus près deux ou trois détails. Alors, au passage, vous remarquerez que je ne parle pas de manuel parce que, à moins que j'ai mal regardé, je n'ai pas trouvé de manuel. En fait, le manuel, il faut aller le voir en ligne. On a un code QR pour aller le voir en ligne. Bon, voilà. Peut-être que c'est mieux pour la planète. Bon, alors, si on fait le tour du propriétaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'on a une trappe pour un module complémentaire. Je pense que c'est un purificateur d'air. Avec une sortie ici, on a de l'autre... Ah non, ça c'est pour le système de refill, je pense. Donc il y a un système optionnel d'alimentation automatique. Je ne l'ai pas commandé avec. En général, je suis mitigé sur ce genre de système, donc je ne l'ai pas commandé. Peut-être qu'en fait je finirai par le commander et ça fera l'objet d'une autre vidéo, on verra. On a également ici une trappe possible de l'autre côté pour ici pour un système d'extraction d'air. Voilà, donc qui n'est pas non plus ici fourni ou équipé de base dans la machine. Alors vu le prix, je trouve ça dommage. Voilà. Elle est quand même chère, hein, cette machine, on est aux alentours de 1300-1400 €. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas équipé de base, que ce sont des choses qu'on doit acheter de manière supplémentaire, que ce soit le système d'alimentation automatique ou que ce soit le système d'extraction d'air. Alors, j'en profite d'être ici pour vous montrer, bon, on a un système ici de stop et on a surtout des énormes rails linéaires avec une tige filetée bien épaisse et là encore il n'y a rien de plastique là-dedans, tout est extrêmement solide, donc de ce côté-là ça respire quand même en tout cas les matériaux de confiance. Alors on a déjà regardé, mais au niveau du plateau on a un système avec deux molettes qu'on vient détacher et on peut venir prendre avec les petites ailettes. Ça, c'est pas mal pour pas se dégueulasser les doigts partout. Et donc, je vous l'ai montré tout à l'heure. On a également un système
de crochets que je dois encore maîtriser, hein. Ouais, voilà, comme ça. On a un système de crochets qui permet de venir mettre à angle de 45 degrés, je pense, pour que ça recoule dans le bac. Donc ça, c'est bien. Par contre, faites attention de bien l'attacher et de pas le laisser tomber, parce que sinon vous risqueriez d'avoir une sacrée surprise sur l'écran qui, à mon avis, doit coûter bonbon si il doit être remplacé. Alors, au niveau du plat de rôti, enfin, je veux dire au niveau du bac, on a, comme je le disais, un système qui s'attache également avec des petites molettes sur le côté. Ça a fait ses preuves, mais en même temps, il y a peut-être mieux comme système d'attache, d'autant que les molettes sont pas super grandes et que la vis est assez haute. Et que si on veut retirer le bac, on doit tourner longtemps. Donc, pas le point le meilleur, je trouve, à ce niveau-ci. Alors, sur la face avant, on va retrouver un port USB pour venir mettre notre clé USB. L'écran, j'ai parlé en préambule, je trouve l'écran vraiment pas grand. À voir après si malgré tout ça, il est pratique ou si le fait qu'il soit petit rend les choses compliquées. On regardera ça plus tard dans la vidéo. Sinon, un carénage qui lui est très solide et voilà, qui inspire en tout cas vraiment confiance. J'imagine que le prix, c'est aussi des machines qui sont censées durer dans le temps, un petit peu à l'image de ce qu'on peut avoir avec Prusa. Bon, voilà. J'imagine, mais comme c'est la première fois que je teste une Frozen, il y a des gens qui encensent cette marque puissance 10 000, il y a des gens qui trouvent que le prix est surfait. Je voulais me faire ma propre opinion, et puis il fallait que je dépense des sous pour diminuer mon bénéfice pour les impôts, puisqu'on est à la fin de l'année, hein, puisque pour info, je déclare tout ce que j'ai sur ma chaîne, donc je dois m'amuser à jouer les entrepreneurs qui font des dépenses en fin d'année pour diminuer l'impôt sur le bénéfice. Alors, une fois porte fermée, on a ici une couleur, on a les petites lignes qui, alors, je ne sais pas, évidemment, on pense tout de suite à Elegoo quand on voit cette ligne-là, et ça se trouve, c'est Elegoo qui a copié Frozen, donc en fait, j'en sais rien. Si vous savez, dites-le en description. Toujours est-il qu'on a ce petit look technico-futuriste qui va avec la couleur, j'ai envie de dire. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus à ce niveau-là. Alors, sur le côté, donc on a des pieds en silicone qui sont extrêmement solides, mais qui sont pas réglables. Sur le côté, on a un accès avec une trappe à... Bon, on va regarder tout de suite, hein. Bon, on a un accès à certains composants de la carte mère. Et là, l'écran, donc, voilà. Un accès de maintenance, rien d'excitant à ce niveau-là. Alors, sur l'arrière, sur le côté, on a un port, j'allais l'appeler un port PS2, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ce genre de port, et un port data USB. Ici, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être que ça sert justement à l'accessoire d'alimentation automatique. Peut-être. Je vais pas m'avancer en tout cas. On a deux gros ventilateurs et sur l'autre côté, on a la prise pour l'adaptateur secteur et on a le bouton on-off qui est placé un peu sur le côté. Donc, c'est peut-être pas plus mal quand on vient le chercher comme ça. Ceci dit, j'aurais préféré l'avoir complètement ici sur le côté. Mais on n'a pas tout ce qu'on veut. Alors, au niveau des charnières, elles semblent assez solides, hein. Vous voyez, le système est ici comme ça. Et elles sont assez serrées, hein, puisque avec la Uniformation, moi, je trouve que ça tombe assez vite. Et ici, elles sont assez serrées. Et donc, voilà, ça tient, quelle que soit la hauteur à laquelle je la fais tourner, enfin basculer. Et c'est pas plus mal. Bon, voilà pour ce premier tour de vue. Je vais l'installer à la place où elle sera parce que elle va pas rester sur ma table de test. Et en plus, la table de test, à force d'avoir pris des trucs lourds, elle est plus tout à fait droite. Faudra que je la change un jour. Et donc, je vais la mettre là où elle aura sa place et on va regarder l'interface et puis on finira par la tester et faire un premier print. Allez, c'est parti. Alors voilà, je viens de l'allumer. L'écran est tout noir. Le premier démarrage, voilà. Est-ce que ça va prendre du temps? C'est en temps réel.
Voilà, ça prend pas de temps. Donc ici, on peut voir une interface. Bon, je trouve dommage que l'écran soit petit, mais l'interface est quand même assez accessible. Ce que je trouve aussi dommage, c'est que l'écran soit pas un peu orienté ou orientable, parce que là, ben, je dois me plier. C'est pas forcément facile avec ma jambe. Voilà, un petit détail. S'ils font une V2, d'avoir un écran orientable ou en tout cas légèrement incliné, s'il reste comme ceci sur le bas. Bon, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a un menu 3D Print. Si je clique dessus, ben, c'est la liste de nos modèles. On a un menu Tools avec ben, différentes choses, donc les fonctions pour le remplissage automatique de la pompe. Je n'ai pas la pompe, donc je ne sais pas la tester, mais voilà, je verrai, je vais peut-être essayer d'obtenir une pompe plus tard pour voir, pour la tester. Le système de nettoyage du bac, hein, donc il vient passer, donc il vient faire une exposition sur la première couche, comme ça polymérise le fond et on peut plus facilement retirer les petits trucs qui n'étaient pas bien dans le fond du bac. Voilà, ça permet de nettoyer le bac. On trouve ça sur toutes les machines. Le Z-Control, ben, c'est... alors, on a à la fois les options pour le leveling, hein, donc ici le Z-Offset, et en même temps les options pour bouger manuellement notre Z. Ici, je l'entends. Voilà. Et enfin, un test de luminosité de l'écran qui nous permet notamment de contrôler, de voir si on a des zones mortes au niveau de notre écran. Moi, ici, je le vois, c'est pas le cas. Et enfin, dans Info, on a la langue. Moi, je vais le laisser en anglais. Donc, on a l'anglais et puis, je sais pas, différentes sortes de chinois et du japonais. Ou enfin, je ne sais pas. En tout cas, ah non, non... taïwanais certainement, puisque la société est taïwanaise, peut-être du chinois. En tout cas, ça va rester en anglais. Et la version, je vais vérifier s'il y a une mise à jour possible, mais il n'y a pas d'option de mise à jour OTA, hein, je n'en vois pas. Pas plus que je vois une option ici de connexion. Je trouve ça étrange d'ailleurs, parce que il me semblait qu'elle était connectée, qu'il y avait une connectivité, mais bon. On va regarder ça après via l'ordinateur parce que si elle est même pas connectée ou connectable en réseau, ben, je trouve ça un peu dommage. Alors voilà le contenu de la clé USB. Comme vous pouvez voir, ben, on a une série de fichiers test qui sont prévus, hein, vous voyez, TR300 ou AQ8K, qui sont prévus déjà avec des résines de chez Frozen. Donc si vous avez de la TR300, vous faites le test qui finit par TR300, et AQ8K si vous avez de la résine Aqua 8K. Moi, j'en ai aucune de celles-là, donc ben, on verra. Alors à côté de ça, on a également le manuel d'utilisation, donc en 3 langues, mais anglais, hein, il n'y aura pas le français dedans. Manuel relativement clair, qui nous explique bien quelles sont les différentes parties de la machine, mais assez succinct quand même, hein, le manuel malgré tout. Après, ben, l'expérience c'est que la machine est extrêmement simple à utiliser, il n'y a vraiment pas moyen de se perdre avec la machine. Bon, il nous explique un peu tout ce qu'on a dedans, et on voit les quelques caractéristiques techniques de la machine, avec ben, la confirmation ici qu'il n'y a bien pas autre chose que de l'USB pour la connectivité. Enfin, on va également trouver les STL non slicés des différentes pièces de test. Donc là, il y a une espèce de petite pièce d'échec, et puis il y a le fameux test de calibration de Frozen. Et on a également les logiciels qui sont compatibles. Bon, ici, sur la clé USB, ils mettent que en version Windows. Moi, je suis sous Mac, donc pas de chance. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, le premier réflexe, c'est d'aller choisir le logiciel qui nous convient et de télécharger la dernière version sur leur site officiel. Alors, ce qui est également intéressant à noter, c'est que sur leur site internet, on a vraiment, pour autant qu'on reste dans l'écosystème Frozen, hein, donc on achète leur résine, on a vraiment les caractéristiques et les paramètres d'exposition clairs pour chacune des résines,
et ça c'est bien. Alors je sais qu'on peut avoir plusieurs profils, hein. Il y a les personnes qui vont acheter une Frozen ou n'importe quelle marque et puis acheter toujours la résine de cette marque là et puis ils seront tranquilles. Il y en a d'autres qui voudront avoir leur... enfin voilà, qui vont acheter une machine mais puis changer de résine régulièrement. Si vous êtes plutôt du genre conservateur et que vous achetez de la Frozen, eh ben, vous avez ici la possibilité d'avoir relativement facilement tous les paramètres pour éviter les risques d'erreur un maximum. Bon alors voilà, premier test, on travaille avec de la résine, hein, donc les équipements de sécurité évidemment, au moins les gants et un masque. Alors là j'ai un masque, un simple masque, en général j'utilise des masques 3M avec filtre. Et en plus, moi j'utilise un système d'extraction d'air dans l'atelier. C'est vous qui voyez, c'est votre santé. Mais venez pas dire que Tecnapa vous a pas prévenu. Alors, au niveau de la résine, eh ben ici, j'ai donc commandé avec 2 kg de résine de la Aqua Hyperfine Graphite. Et la MAM met en purple. Alors, vous avez vu, j'espère que les paramètres d'exposition sont pas très différents de la Wika parce que le fichier test qu'il y a sur la clé USB que je vais imprimer est pensé pour avec la résine Aqua mais Wika. Bon, ici elle est pas Wika, ça devrait pas être un gros problème, mais on va vérifier. De toute façon, après avoir fait ce test d'impression, je vais quand même moi bien faire mes tests de paramétrage pour avoir un temps d'exposition nickel, pour pouvoir, parce que petit rappel pour les personnes qui ne le savent pas exactement ou qui se demandent pourquoi est-ce qu'on insiste tant, j'imprime avec un temps d'exposition, c'est pas nickel, mais c'est pas grave, ça va, après je repeins. Le temps d'exposition permet plusieurs choses, enfin en tout cas un réglage nickel de son temps d'exposition permet plusieurs choses. La première, déjà l'adhérence au plateau, hein, parce que si ça reste dans le bac, ça sert pas à grand chose. La deuxième, on va avoir un impact sur les détails et la fiabilité, la précision géométrique de la pièce. Alors des fois on s'en fiche un petit peu, mais des fois c'est important parce que si vous faites des pièces mécaniques ou même des sculptures que vous peignez mais que c'est un peu tordu, c'est un peu moche. Et ensuite la troisième chose aussi très importante, c'est que plus le temps d'exposition est élevé, plus les supports vont être compliqués à retirer et donc déjà, on peut se faire mal. Moi, je me suis déjà blessé en retirant des supports. Mais en même temps, laisser beaucoup de marques sur le modèle. Et plus le temps d'exposition est bas, moins c'est compliqué. Mais s'il est trop bas, on a les problèmes que j'ai cités avant. Donc, il faut trouver le temps d'exposition qui soit le plus bas possible, tant pour la vitesse d'impression que pour ce que je viens de dire, mais qui soit bon. Et donc, c'est pour ça qu'on se casse un peu la tête d'abord avec des temps d'exposition. Donc, je vais essayer le fichier test. Alors, je vais mettre le kilo. Il faut pas le fichier test, il faut pas 1 kilo, mais je ferai des tests après. Donc, on va commencer par le purple. On mélange bien la bouteille, évidemment. Alors, pour vous montrer, je vais mettre le litre ou le kilo. Et je suis à peine à la moitié de mon bac, hein. Donc, je peux mettre 2 kilos, je pense, sans problème. Je viens vérifier mes serrages. Ça a l'air d'être bon. Je mets la clé USB, hein, je l'ai oublié à mon bureau, je vais la mettre. Et je lance le premier test qui va être le test d'exposition. Bon, alors, ça a été relativement vite, hein, c'est jamais que le petit Frozen XP. Je voulais vous montrer ici, hein, j'ai laissé goûter quand même un petit peu le plateau. Et ça, c'est plutôt pratique. Et le système est plus facile que sur le M7 Max. Enfin, la M7 Max. Le crochet, là, je le trouve plus facile. Voilà, donc ça c'est plutôt un bon plan. Bon, et on a notre petit Frozen XP au moins qui s'est imprimé, ça veut dire que le nivellement du plateau au moins déjà est bon. Pour les temps d'exposition, c'est pas très grave, de toute façon je vais les chercher. Bon, c'était pour le test, je vais quand même le nettoyer pour voir et après je fais la deuxième petite pièce. Bon, voilà, le paramètre de base pour la résine Wika, enfin pour la résine normale, mais avec le profil de la résine Wika, est légèrement surexposé, mais ça va. Par contre, hein, alors on imprime rarement à plat, mais il faut le savoir. Hein, c'est petite surprise, c'est vrai quand on y réfléchit, mais j'y ai pas pensé. Donc je dis on imprime rarement à plat, mais regardez ce qu'il y a en dessous. Donc si jamais vous aviez envie d'imprimer une pièce à plat, eh ben les petits points qu'il y a dans le plateau, ça fait ça. Voilà.
Entre-temps, le temps que je nettoie cette pièce, j'ai lancé l'impression de la petite tour d'échec là, et avec les mêmes paramètres, donc on verra, voilà, on verra ce qu'il en est. Et en attendant qu'il fait ça, je passe à l'ordinateur et on regarde pour mettre le profil dans Litchi Slicer et lancer un print. Bon, alors voilà, je le voyais, j'essaye de vous montrer ça en mode macro, je le voyais plus grand. Mais bon, ça s'est bien imprimé, hein. Pas de souci de ce côté-là. Mais je le voyais plus grand, c'est tout petit. Bon alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cette résine de chez Frozen, la Purple, et je vais essayer un print que je vais slicer moi-même avec Litchi Slicer. Alors, me voilà sur Litchi, je vais d'abord rajouter une imprimante. Donc, je viens l'ajouter ici. On va voir déjà si elle est bien dedans. On a la Frozen Mega 8KS, elle est là. Si je regarde au niveau des caractéristiques, bon, voilà, on a les tailles, les caractéristiques d'impression. Jusque là, tout va bien. On va regarder également pour ajouter la résine de chez Frozen. J'ajoute une résine. Alors c'est la Aqua hyper fine, mais je la trouve pas ici dans la liste des résines qui sont dans la base de données de Litchi, donc ben, je vais créer ma nouvelle résine à moi. C'est donc une Frozen Aqua Hyper Fine, en couleur je vais mettre Purple, et on va regarder, vous voyez ici les caractéristiques, et on va partir sur cette base. Je vais faire, alors je vais vous les passer, mais je vais faire quelques tests d'exposition jusqu'à ce que j'ai trouvé la bonne exposition et après je lance le gros print. Alors voilà, j'ai mes paramètres en 30 microns. Bon, voilà, je vais faire un test. Hein. On va commencer par y aller doucement avec les petits squelettes pré-supportés comme ça. J'ai pas de problème lié au fait que j'aurais pu ne pas bien supporter un modèle, et je vais tester comme ceci. J'ai testé juste avant, ici je vous fais une petite ellipse temporelle, hein. A priori avec le XP Finder, donc le modèle de calibration, c'était bon, donc maintenant je vais essayer d'imprimer comme ceci et on va voir si l'exposition est bonne. Et donc si le profil est bon également. Attention toutefois ici qu'avec cette résine qui était de la résine hyper fine, qui était destinée à des hauteurs de couche plus fines, j'ai mis ici 30 microns. J'aurais pu mettre 50 microns, mais c'est 30 ici. Allez, c'est parti. J'en ai pour 6 heures hein, quand même pour ce petit modèle là. N'oublions pas, on est en 30 microns. Bon alors vous voyez, je l'ai changé d'endroit. Ça sera plutôt sa place définitive là. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça a tenu. Hein. Avec les grands plateaux, il faut toujours bien calibrer. Et j'avais, voilà, toujours un peu l'inquiétude qu'on n'a pas bien fait le truc. Ici, ça a bien tenu, sans aucune difficulté. Je vais, hop, ce qui est un peu, ça c'est peut-être un petit détail, vous voyez, j'ai du recul, mais pas des masses sur ce meuble. Donc, je peux venir faire comme ceci et je ne peux pas facilement décrocher. Je dois venir diminuer un peu la hauteur de Z. Bon, rien de terrible, hein, mais voilà, petit détail. C'est entre guillemets de ma faute ou de la faute de la taille imposante de la machine, mais le compromis sera comme ça. Alors, bon, là, je la laisse pas, je pourrais toujours la laisser sécher, enfin égoutter comme ceci. Et vous voyez donc comment est-ce que ça se fixe, c'est extrêmement facile. Et c'est bien parce qu'on a toutes les petites gouttes qu'on récupère. Alors en plus, la résine ça coûte cher, donc c'est toujours bien de récupérer un petit peu les petites gouttes. Je vais retirer ici sur le plateau pour voir, normalement si mes paramètres d'exposition sont bons, je devrais pouvoir les retirer du support sans aucune difficulté. Alors je suis délicat quand même pour ne pas arracher des pièces du modèle, mais voilà, absolument aucune difficulté.
hop, j'essaye de vous montrer ça de plus près. J'ai l'autofocus qui est dans les choux. Voilà. Voilà. Absolument aucune difficulté à les retirer comme ça du modèle, enfin des supports. Mais paramètres d'exposition sont nickel. Et ben, vous avez vu, c'était ceux qui étaient repris sur le site. J'ai même pas dû vraiment beaucoup adapter. En fait, j'ai même pas du tout adapté. Mais ça, c'est une toute petite taille avec une résine qui est faite pour être utilisée à 3 microns. Ce que je vais faire maintenant, ben, c'est déjà vider le plateau et lancer une impression grande taille, hein, puisqu'on a quand même une grande taille d'impression. Donc, c'est parti. Alors, a priori, ça va mettre un moment à imprimer, hein, vu la hauteur d'impression. Donc, on est parti. Bon, alors maintenant qu'on a vu que ça s'est bien imprimé, on va essayer d'être un petit peu plus, comment dire, audacieux. En tout cas, on va prendre un peu plus de risques et ben, on va exploiter la taille de l'imprimante. Et je vais me trouver un petit modèle pour ceci. Alors, il y a deux manières d'exploiter la taille de l'imprimante, hein, soit de remplir le plateau de petites figurines. Bon, ça je pense que on s'en rend compte qu'on peut le faire, hein, avec 4 ici, bon, on pourra en remplir tout plein. Et l'avantage, c'est qu'on a une super grande surface de travail et que si on est dans la productivité, on peut faire plein de ces petites figurines d'un coup. Une autre possibilité, ben, c'est d'exploiter la hauteur de Z. Alors, quoi de mieux que pour exploiter la hauteur de Z? Eh ben, c'est une petite tour. Alors ici, c'est une petite tour pas connue d'une petite ville obscure d'un pays étrange. Hein, mais voilà, vive la Belgique. Non, allez, plus sérieusement. Ben, la tour Eiffel, et on va monter en Z. Hein. J'ai mis 290, 290 parce que la hauteur maximum, normalement, c'est 300, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. J'hésitais à savoir si c'était encore sur le X ou le Z que c'était 330. Donc c'est 300. Il faut penser qu'il va y avoir l'orientation de la pièce et le Z hop de 5 à peu près. Donc ben voilà, je vais mettre 29 cm de haut. Il n'y a pas vraiment grand chose à évider dans cette pièce là, donc je ne vais pas faire d'évidage. Je vais la laisser comme ceci en verticale, mais par contre on va quand même la supporter. Alors ici dans Litchi, ben, je vais faire du support automatique dans un premier temps avec une densité haute peut-être. Et vu la taille et peut-être le poids, je vais mettre des supports de type moyen. Je vais changer la base, enfin l'assise. J'aime bien celle-là. Et après, j'ai plus qu'à prier. Alors, l'estimation du volume et du temps de résine, c'est 39 heures. Je suis à du 30... alors, c'est du 30 microns hein, au niveau de la résolution. Je vais peut-être, même si la résine est faite pour l'utiliser comme ça, je vais peut-être mettre du 50 microns. Voilà, j'en ai pour 23 heures d'estimation. Et 182 millilitres. Donc, ben, il n'y a plus qu'à espérer maintenant. Hein. Allez, c'est parti. Il semble que ça s'est imprimé. Il semble, hein, mais on dirait bien. Donc voilà, ça c'est bien imprimé. Ça a pris du temps, hein, donc à peu près 24 heures, mais vous savez hein, comment ça fonctionne la résine. Le temps d'impression ne dépend pas de la quantité de matière utilisée, contrairement par exemple à l'imprimante filament, mais par rapport aux hauteurs de couches utilisées. Donc on pourrait avoir un objet grand comme ça aurait pris le même temps. Donc voilà, ici ça fait à peu près, donc c'est 29 cm sur les 30 cm de surface d'impression, enfin de hauteur d'impression, et ça c'est bien imprimé, il semble, à le regarder comme ça. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le retirer, le nettoyer, et on va le regarder de plus près. Et puis voilà, et puis je passerai à la conclusion, parce que bah, je vais pas vous tenir pendant 6 heures avec la machine. Et voilà, ça c'est bien imprimé. Alors, c'est légèrement surexposé. J'ai eu un tout petit peu difficile à retirer les supports, mais rien de vraiment catastrophique. Voilà, ça c'est une question, il faut vraiment bien affiner nos réglages. Mais bah, c'est cool, non? Une belle tour Eiffel mauve. Alors, elle va certainement être peinte, mais je trouve ça plutôt cool. Voilà, bon allez, on passe à la conclusion. Bon alors quelle conclusion je vais pouvoir donner à cette machine? Ben, c'est très simple, c'est pas un excellent rapport qualité-prix, c'est une excellente qualité
qui a un prix. Donc, ce qui veut dire que cette machine, elle est vraiment bien. Elle est d'une simplicité incroyable. Ils ont viré tout ce qui pouvait être un petit peu superflu et c'est extrêmement simple de l'utiliser. Je mets le prix de côté pour le moment dans mon analyse, hein, puisque le prix il pique quand même. Je parle vraiment intrinsèquement de la machine. Elle est robuste, elle respire la fiabilité, et pour ça je suis pas mécontent de l'avoir acheté. Elle évite peut-être certaines erreurs qu'on peut avoir. Elle n'est pas embarquée de toute une série de systèmes de détection de toutes sortes qui sont complètement foireux dans les autres marques, hein, faut le dire clairement. La M7 Max de chez Anycubic est très bien aussi, mais j'ai viré le système de détection de la résine parce que c'était trop casse-pied à force de faux positifs. Le système de résidus du bac, bref, tout ça. Pour le moment, c'est pas mature dans la concurrence et ils l'ont pas repris ici. Alors ils l'ont pas repris ici, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont pris leur modèle 8K qu'ils ont voulu garder, ils ont pris leur modèle grande taille, pardon, et ils ont retiré tout ce qui leur semblait inutile. Alors du coup, ils ont mis un écran un peu petit, qui est extrêmement simpliste au niveau des fonctions qu'on va y retrouver, avec une résolution sur l'écran, je parle de l'écran de contrôle, hein, pas l'écran UV, une résolution qui est pas top. Ils ont retiré une connectivité réseau, ils ont retiré un peu de hauteur d'impression en Z, mais ça c'est pas grave parce que c'est déjà bien grand. Mais à côté de ça, l'expérience est fluide et simple, et on a vraiment le sentiment que si on achète la machine, on va la garder pour un moment parce qu'elle est dans la robustesse. Elle arrive avec un plateau qui est pré-nivelé. Il y a d'autres marques qui le disent, mais où j'étais pas convaincu et j'ai refait le nivellement parce que c'était pas top. Ici, c'était nickel du premier coup. Si vous restez dans l'écosystème Frozen, vous avez l'avantage d'avoir une simplicité d'utilisation avec les paramètres d'exposition qui sont tous bien renseignés. Mais voilà, vous pouvez aussi utiliser les autres résines. Tout ça pour dire que je pense que la proposition de Frozen, intrinsèquement, la machine est pas une proposition déconnante. Hein. C'est une machine qui est fiable, qui est bonne, qui imprime pas super vite, mais en même temps pas super lentement non plus. Je crois que c'est sur un équilibre. Je pense que pour certaines personnes, par exemple, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui s'inquiètent de savoir est-ce que je dois imprimer en mode turbo sur la Anycubic ou pas. Je sais pas, essaye. Mais mais je comprends que ça puisse être stressant de se dire si je peux aller vite, pourquoi je mettrais lent? Parce que si tu mets vite, tu risques d'avoir plus d'erreurs d'impression et la qualité risque d'être moins bonne. Ah oui, mais moi j'ai pas envie de ça. Ah oui, mais bon, bref. Je crois que la machine ici, elle est vraiment pensée pour quelqu'un qui a un besoin de productivité et qui a un besoin que ça foire pas et qui va peut-être mettre le prix pour ça. Ceci dit, à côté de ça, je trouve quand même que le prix était peut-être justifié il y a quelques mois, mais qu'entre-temps, il y a quand même eu beaucoup d'évolutions dans l'impression résine. Elle manque de certains équipements qui sont devenus un peu des standards parmi toutes les autres imprimantes, et notamment la connectivité réseau. Pour moi, je pense que ça, c'est le point qui manque à cette imprimante. Pour le reste, tous les systèmes de détection et tout ça, ils sont pas là, c'est pas grave. Le bac chauffant, ça c'est un plus par exemple dans la concurrence, mais c'est pas non plus répandu sur toutes les machines de la concurrence, mais ça commence à venir. Et ça, quand il est bien géré, c'est un plus. Par contre, alors certains systèmes dits de qualité de vie comme le quick release pour le système de détachement rapide pour le plateau, ça aurait été bien. Il est pas là, c'est pas rédhibitoire, mais c'est bien. Enfin, c'est un point, je veux dire. Je crois que ça, c'est vraiment une question à se poser, c'est de se dire, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est important que dans mon usage au quotidien, j'ai quelques simplicités? Ou est-ce que c'est important d'avoir pratiquement la garantie que chaque fois que je l'utilise, j'aurai pas de fail?
Et ça, c'est possible, on va pas mentir. Hein, l'impression résine nécessite quand même une courbe d'apprentissage et quelques points à réfléchir un peu plus importants qu'avec l'impression FDM. Et cette garantie, c'est à partir du moment où certains réflexes de base en impression résine sont posés. À partir du moment où on comprend un peu l'orientation d'une pièce et comment est-ce qu'on met des supports, à partir du moment où on comprend les principes de ventouse et les vidages, à partir de ce moment-là, hein, quelques compétences techniques qu'il est nécessaire de maîtriser, on n'aura absolument aucun problème. Ceci dit, vous allez me dire, ça va être le cas avec toutes les machines. Oui, mais certaines machines, quand même, malgré tout, ont un manque de fiabilité qui, même si on a les compétences, on peut s'arracher les cheveux. Moi, j'en ai vu dans certaines machines. Et voilà, à côté de ça, on a des matériaux qui sont extrêmement solides, extrêmement nobles. Et j'ai pas démonté la machine, donc je ne sais pas regarder. Mais j'espère, je pense, en tout cas, vu le prix, j'espère que on va retrouver une même logique au niveau de la mécanique, qui est peut-être un petit peu plus fiable que pour les machines qu'on va acheter à 250 ou 300 euros. Donc voilà, après tout, je trouve quand même que malgré tout, le prix, là, maintenant, aujourd'hui, face à la concurrence, ils devraient réévaluer leur prix à la baisse. Ça, c'est un peu l'opinion que j'ai. Mais intrinsèquement, cette machine, si on ne regarde pas les accessoires qui sont importants, enfin accessoires, les fonctionnalités accessoires comme la connectivité réseau qui manque ou l'écran de contrôle qui est un peu petit. Et vous avez vu, il est petit, mais en même temps, il est tellement simplifié que c'est pas très grave que c'est petit. Donc voilà un petit peu pour la conclusion. Je ne sais pas ce que je peux rajouter d'autre. Moi, je devais faire le choix, à savoir est-ce que je gardais la M7 Max ou est-ce que je gardais cette Frozen. Je me suis peut-être trompé, je sais pas, mais j'ai gardé la Frozen et j'ai revendu la M7 Max. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et puis je vous dis à la prochaine.